Bonjour Madame Libert-Albanel. Permettez-moi en premier lieu de vous présenter mes vœux pour cette année 2022, pour vous-même, vos proches, votre entourage et votre belle ville de Vincennes. Quand on est maire d'une ville comme celle-ci, Madame, et que l'on entame une nouvelle année, et que cette année est à nouveau sous le signe de la Covid, on commence nécessairement, je l'imagine, par penser et par parler santé. Quel message avez-vous envie de passer à vos concitoyens, vos concitoyennes dans un contexte sanitaire où l'imprévisible, il faut bien le reconnaître, domine encore et sans doute pour quelques mois? Permettez-moi tout d'abord de vous présenter en retour tous mes vœux, et puis je les adresse aussi aux Vincennoises et aux Vincennois. Alors cette année, elle débute avec évidemment beaucoup d'incertitudes, comme vous venez de le dire, une incertitude sanitaire et une incertitude sur la façon dont nous allons vivre dans les semaines qui viennent encore pour quelques temps. Alors ici à Vincennes, comme ailleurs d'ailleurs, nous avons appris à vivre avec cette maladie, avec ce virus. Nous avons fait en sorte de protéger le mieux que nous puissions les Vincennoises et les Vincennois en essayant de leur apporter des masques, en mettant à disposition des tests, notamment en ouvrant encore récemment un centre de dépistage pour les fêtes et qui va encore perdurer pour pouvoir accueillir nos enfants dans le cadre des mesures sanitaires récentes qui ont été prises. Et puis nous avons un centre de vaccination qui fonctionne avec Saint-Mandé et qui, je l'espère, nous permettront encore d'accueillir les Vincennoises et les Vincennois pour nous protéger. En quoi est-ce que 2022 peut se présenter différemment de 2021, selon vous ? Je pense qu'on a tous appris, en fait, en 2020 et en 2021 à gérer cette épidémie. Je parle bien de gestion, on ne peut pas l'éradiquer, pour le moment on ne sait pas le faire, mais on l'a géré. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le rôle d'une collectivité, d'un maire et de son équipe, et de tous les services municipaux pour faire en sorte que nous puissions nous protéger et nous organiser en fonction de ces pandémies, pour faire aussi en sorte que les services publics de proximité continuent à fonctionner. Nous sommes ici dans une bibliothèque, dans une médiathèque, et on peut se dire qu'ici à Vincennes, on a toujours ouvert le plus possible, dès lors qu'on le pouvait, tous nos services publics malgré la pandémie. Les difficultés partagées rapprochent les habitants d'une ville ? Oui, je crois, pendant que l'épidémie, les premiers confinements en tout cas, on a vu énormément de bonne volonté s'est dévoilée, des gens qui n'avaient pas forcément pris le temps de se consacrer aux autres et qui spontanément sont venus nous voir pour nous aider. Je pense à la réalisation de masques, je pense à la distribution des masques, je pense au partage des repas auprès des personnes les plus âgées, et on a effectivement identifié des gens que nous n'avions jamais vus et qui spontanément sont venus nous voir, et ça c'est vraiment intéressant pour un maire et pour une équipe municipale de voir cet élan finalement assez spontané de générosité et de solidarité de ses habitants. Alors, ce lien entre ville et population, vous en parlez comme on parlerait d'un couple ou d'une famille, avec une certaine fierté d'ailleurs, hein. La ville, c'est un lien qui unit une communauté d'âme bien plus qu'une ville, c'est ce que vous avez même écrit. Qu'est-ce qui peut mettre en péril ce lien ? Les sujets qu'on vient d'aborder, quand on a des opinions assez différentes, je pense qu'il faut qu'on écoute, qu'on prenne le temps, et c'est tout l'objet d'un maire, en tout cas d'une équipe municipale, c'est d'écouter et de convaincre en tout cas, d'essayer de convaincre et de faire en sorte que on explique les choix que nous prenons, des décisions que nous prenons, que nous les expliquions, et ça passe évidemment par des rendez-vous de quartier, quand on peut les faire, par de la concertation avec les habitants. Notre programme, les habitants le connaissent. Maintenant, il faut qu'on assure la mise en œuvre, mais tout ça, ça doit faire l'objet d'une écoute particulière. Et sans cette écoute, qui à mon avis est le rôle d'un maire et de cette équipe municipale, c'est évidemment très compliqué. Et pendant la pandémie, un maire a été privé pour un certain temps de ce lien avec ses habitants. Et c'était pour nous très, très frustrant, j'allais dire, de ne pas sentir ce lien avec les habitants. Alors vous avez, comme c'est assez normal pour un maire, une ambition pour votre ville, et en bon architecte, en bon gestionnaire, en bon chef d'état-major, vous avez des plans en cours, des plans à venir, et donc des objectifs que on va bien sûr évoquer avec vous. Et on va parler aussi de cette participation que vous venez d'évoquer. Mais avant de parler plans, je voudrais qu'on parle de ce qui est peut-être plus ambitieux encore, c'est d'un pacte. Un pacte que vous proposez à vos concitoyens, aux Vincennoises et aux Vincennois. Un pacte éco-citoyen pour 2022. Expliquez-moi ce qu'est un pacte citoyen. Alors, tel que vous l'entendez, bien évidemment. Bien sûr, notre pacte éco-citoyen, en fait, il s'inscrit dans une continuité. Vincennes a été une des premières villes, en tout cas du Val-de-Marne, à écrire et à mettre en œuvre ce qu'on appelait un agenda 21, c'est-à-dire une série d'actions qui nous permettent de traiter le sujet du développement durable et évidemment de la transition écologique.
Ces différents sujets ont avancé et aujourd'hui, il nous faut renouveler cet agenda 21 et on l'a appelé un petit peu différemment. On l'a appelé Pacte éco-citoyen. Pour quelles raisons? Parce que d'une part, il y a effectivement des séries d'actions, des actions très concrètes qui sont mises en œuvre autour de la transition écologique, mais aussi de manière plus générale autour du développement durable. Mais tout ça, ça ne peut se faire qu'avec l'accord des habitants et en concertation avec eux. Et c'est pour ça que cette notion de pacte et ce titre-là, il est important pour nous. Pacte éco-citoyen, parce que c'est le thème, mais ce pacte, il va être rédigé, il va être concerté, il va être créé par les habitants eux-mêmes et par les services de la ville, puisque les services de la ville seront évidemment partie prenante. Et c'est tout le sens que l'on veut donner à ce terme et à l'ambition que nous donnerons à ce plan d'action finalement autour de la transition écologique et du développement durable. Je note au passage que vous préférez parler de citoyens que d'administrés. C'est parce que le mot citoyen évoque davantage les notions de responsabilité ou d'engagement? Oui, je crois. Clairement, sur ces questions-là, chacun est responsable à son niveau. Si chacun à son niveau ne fait pas l'effort qu'il faut pour traiter de cette transition écologique, on peut espérer que chacun le fasse au niveau communal, au niveau territorial, au niveau régional et puis au niveau national et au-delà. Mais chacun a sa part à jouer et sa partition à jouer dans ce dispositif. Et c'est bien tout l'objet de nos ateliers de concertation pour voir ce qui relève de chacun à son propre niveau, au niveau de sa maison, de manière individuelle, et puis au niveau municipal, bien entendu, avec l'ensemble de nos services municipaux. Et alors précisément, Vincennes a été, vous l'avez dit, précurseur en matière d'administration éco-responsable. Ce pacte, ce sera donc d'une certaine manière une continuité. La loi de transition énergétique confie aux collectivités des responsabilités particulières en matière de lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Comment la ville de Vincennes s'inscrit-elle dans cette mission et dans ce cadre plus général et législatif? En fait, on a travaillé beaucoup à la réalisation d'un diagnostic initial pour voir quelles étaient les actions qui allaient avoir un impact important. Les premiers agendas que nous avons réalisés étaient pour moi des agendas plus de sensibilisation, même s'ils ont eu des résultats concrets. Mais là, nous devons accélérer et donc nous devons avoir des actions définies qui ont un impact fort. Donc nous avons travaillé à la réalisation d'un diagnostic qui nous a montré que finalement, il y avait quelques secteurs sur lesquels nous devions, à notre échelle, avoir une action vraiment renforcée. Je pense notamment à tout ce qui est isolation thermique au niveau des bâtiments, de tout ce qui est transport aussi, de faire en sorte que la voiture et l'espace soient partagés entre la voiture, la bicyclette et d'autres modes de mobilité simple, comme la marche tout simplement. Voilà, donc nous avons défini sur la base de ce diagnostic des actions qui seront creusées avec l'ensemble de nos ateliers et par les citoyens, de manière à définir un plan d'action qui aura des impacts et qui soit accepté par les citoyens, voire porté par eux, avec cette notion, vous l'avez très bien dit, de responsabilité collective que chacun d'entre nous, en tant que citoyen, avons au niveau d'une ville. Si je prends la qualité de l'air, par exemple, vous êtes satisfaite de l'évolution de cette qualité sur la commune et bien évidemment la banlieue, j'allais dire, de Vincennes? La qualité de l'air est un sujet qu'on peut traiter à un échelon communal, mais c'est insuffisant. On voit très bien que c'est nécessairement un sujet régional, surtout quand on est à quelques kilomètres et quelques pas de Paris et qu'on est à l'est avec des voies portant venant de l'ouest. On est évidemment soumis à une pollution plus importante, donc c'est un travail collectif qui a lieu au niveau du territoire, mais au niveau évidemment de Paris. Et c'est pour ça que moi j'ai pousser à ce que nous puissions intégrer la zone à faible émission, la ZFE, de manière à faire en sorte que les automobilistes, en tout cas les automobiles qui polluent, soient repoussés le plus loin possible, sous réserve bien sûr que des alternatives à ces modes de transport soient proposées aux citoyens. Et c'est, je crois, une des solutions, c'est de faire en sorte que le maillage local en termes de transport en commun soit effectivement efficace, ponctuel, et qu'ils desservent évidemment le plus possible l'ensemble de nos collectivités. Quand on est une des villes les plus denses de France, est-ce que c'est pas un peu difficile de prétendre à la meilleure des qualités de vie ? Je ne suis pas certaine. Je pense qu'on peut trouver de manière intelligente la manière d'organiser sa ville avec évidemment des espaces communs, des espaces végétalisés. On y travaille, mais on y reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez. On a aussi la chance d'être en proximité du bois, d'avoir aussi pu créer des espaces qui auparavant étaient des espaces qui étaient consacrés à l'automobile. Je pense encore récemment dans le cadre du projet de ville, on a recréé des places publiques. Et il ne faut pas oublier que la place d'Hydro antérieurement était encore un parking, que la place de l'église n'existait pas, que la place Renon n'existait pas. Et donc, quand on a une ville dense comme la nôtre, il faut recréer des espaces de vie collective dans lesquels les enfants puissent jouer, les adultes puissent lire et les autres se promener.
Avant de continuer à évoquer ces plans que vous avez imaginés pour Vincennes avec vos équipes, une remarque sur cet aspect participatif que vous privilégiez. Pas un projet qui ne se fasse à Vincennes sans qu'il ait en amont fait l'objet d'une séquence participative de ce genre, atelier, forum, plateforme. Un exemple, le centre Georges Pompidou, la concertation est terminée. Vous en tirez quels engagements et quels enseignements? Oui, à Vincennes, la concertation, c'est une méthode pour nous. Ce serait simple de passer au-delà de la concertation, parce que la concertation, ça prend du temps, ça nécessite qu'on y consacre un petit peu de moyens, mais ça prend surtout du temps et de l'écoute pour faire émerger des choses que, a priori, nous n'aurions pas vu émerger, ou en tout cas des ajustements. Sur le centre Georges Pompidou, par exemple, on était sur un espace. On n'a pas concerté sur l'ensemble du projet, puisqu'on était sur une réhabilitation lourde qui est assez contrainte, mais il y a un espace dans le centre Georges Pompidou qui pouvait donner lieu à des usages différents. Et donc, ça fait l'objet d'ateliers directement avec les associations concernées, utilisatrices des lieux, mais aussi avec l'ensemble des Vincennois et même des riverains, qui nous ont permis de bien comprendre quelles étaient les attentes et les futurs besoins, puisque quand on se lance dans la réhabilitation d'un équipement public, c'est pour des dizaines d'années, donc il faut anticiper aussi les usages futurs, et c'est pour ça que la jeune génération a été aussi amenée à s'exprimer longuement sur cet équipement pour savoir ce que nous pouvions en faire. Et nécessairement, nous avons eu des ajustements sur la façon de voir l'équipement et la façon de l'utiliser dans le temps et dans ses fonctionnalités, même primaires en fait, que nous n'avions peut-être pas complètement identifiées. On n'est pas parfois un peu déçu par la tendance des gens quand on les consulte à critiquer plus qu'à proposer? La critique est facile, la construction est toujours plus compliquée, mais en général, nous arrivons toujours à sortir de ces ateliers de concertation un consensus, et je pense qu'il y a aussi une dimension pédagogique, parce que quand on participe à ces ateliers, les personnes qui participent entendent quelles sont les contraintes qui sont les nôtres en termes de normes, en termes de sortie de secours, d'enfouissement, toutes sortes de contraintes. Et en France, on est c'est pas seulement une souvent écoute, très fort. C'est un échange. Oui, c'est un échange, c'est un dialogue. Donc il y a évidemment, ils viennent avec leurs propositions. Nous, on leur propose aussi d'autres choses parce qu'on sait qu'il y a des propositions qui ne sont pas tenables pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Mais c'est véritablement un échange, un dialogue et un temps de co-construction finalement entre nous. Démocratie représentative et participative, vous refusez de les opposer, vous dites qu'elles sont complémentaires. Oui, je crois qu'elles sont complémentaires. Je pense que chacun a sa place. Et donc, la concertation est pour nous un élément de méthode qui nous apporte beaucoup. Nous sommes élus sur un programme, nous allons réaliser notre programme. Néanmoins, ça ne veut pas dire que nous devons ne plus écouter pendant les 6 ans. Et on le voit bien, l'imprévu fait que nous savons aujourd'hui qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et donc, il est nécessaire aussi d'adapter notre programme et notre ambition pour la ville chaque année. Revenons à ces objectifs que traduisent les plans que vous faites pour Vincennes, qui se résument à l'amélioration de la qualité de vie. Une qualité de vie, ça se nourrit de quantité de choses. Et c'est d'abord une ville inclusive. Et là, on parle à la fois des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite, à celles qui les aident aussi. Et on parle des années qui viennent de se passer et d'un 4e plan. Alors, il y en a eu 3 avant. Pourquoi un 4e? On n'a pas assez des 3 premiers. Là aussi, on travaille dans la continuité des premiers plans avec des façons d'aborder les choses qui peuvent être un petit peu différentes. Ce plan handicap, puisqu'on parlait d'inclusion, ce plan d'inclusion, finalement, c'est plus de ça dont on parle. On considère à Vincennes que chacun doit trouver sa place, notamment les personnes qui sont en situation de handicap et leurs aidants, parce qu'on les oublie souvent, les aidants, mais c'est important. Une personne en situation de handicap, il est souvent très accompagné et avec une lourde charge sur les aidants, et donc il faut pouvoir aussi accompagner ces personnes. Et là, on a souhaité sur ce plan travailler autour de la notion d'âge et d'avancer dans la vie, du parcours de vie finalement d'une personne en situation de handicap. De quoi ont-ils besoin pour trouver leur place en fonction de l'âge qu'ils ont dans la ville? On n'a pas les mêmes besoins quand on est un petit de quelques années en situation de handicap. Là, c'est évidemment des besoins autour des parents. Et puis ensuite, quand on devient adulte, eh bien, on a d'autres besoins, notamment de mobilité, d'accès à l'emploi, etc. On a d'autres thématiques. Donc, ça nous semblait intéressant en association avec les différents partenaires ou les associations de handicapés, de travailler sur ces notions d'âge et de parcours de vie au sein de la ville, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de rupture. Un enfant qui naît à Vincennes, qui est en situation de handicap, si ses parents souhaitent qu'il reste à Vincennes, eh bien, on doit pouvoir lui offrir la possibilité de grandir à Vincennes comme un autre enfant et ensuite devenir adulte, avoir un travail et pouvoir se mouvoir dans la ville, aller à des spectacles, d'avoir une vie tout à fait classique comme
comme n'importe quelle Vincennoise ou n'importe quel Vincennois. C'est de l'accessibilité dans tous les sens du terme, celle à l'emploi, mais celle également à tous les bâtiments et à toutes les infrastructures que la ville permet de... Oui, et basiquement, j'allais dire l'accès à l'information. On a doté notre accueil unique d'un système qui nous permet d'accueillir, par exemple, les personnes sourdes et muettes. On n'avait pas ce dispositif. On a appris à nos agents, et certains se sont portés volontaires, la langue des signes aussi, de manière à ce qu'ils puissent accueillir n'importe quel public qui se présente à lui pour pouvoir lui donner les informations de base auxquelles il a le droit, comme n'importe quel citoyen qui pourrait vivre à Vincennes et constituer et travailler sur son parcours de vie à Vincennes. Ville inclusive, c'est également une ville, on parle plutôt d'un autre âge dans ces cas-là, mais c'est celle des enfants. Oui, bien sûr, notamment la ville à hauteur d'enfant finalement. On y travaille beaucoup sur ces questions d'accès de l'enfant à l'espace public, de sécurisation de l'espace public, notamment aux abords des écoles. On a rendu certaines zones piétonnes pour eux. On travaille avec la réalisation d'équipements de proximité comme des jardins publics. Ça, c'est pour 2022. Oui, on va y travailler dès 2022 et si nous en avons la possibilité, puisqu'aujourd'hui les marchés sont un petit peu tendus, on le sait, les marchés de travaux sont particulièrement tendus, on y travaillera dès 2022. Nous allons aussi pour les enfants réaliser quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui rejoint la première thématique dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est la création au sein des écoles de cours îlots. Nous allons travailler sur les cours des écoles pour les rendre plus agréables, plus végétales, de manière à les désimperméabiliser et faire en sorte que, là encore, nous ayons la possibilité d'avoir des surfaces qui soient plus agréables, plus proches de la nature et en concertation avec eux, puisque là aussi, nous avons travaillé directement avec les enfants pour qu'ils réalisent finalement leur cours idéal. Et on a eu des maquettes d'enfants de maternelle et d'élémentaire qui nous ont montré à quoi devrait ressembler la cour de demain et on s'est inspiré pour traiter des cours qui vont venir là dans l'été prochain finalement. Ville inclusive, ville apaisée, dites-vous également. Une ville douce, la douceur de vie et la douceur de ville, en quelque sorte. C'est une formule qu'on pourrait reprendre. Expliquez-nous ce qu'est une ville douce. Alors, une ville douce, ça peut être entendu sous plusieurs aspects, vous l'avez très bien dit. Il y en a un auquel on pense de manière très rapide, c'est tout ce qui est bruit, vitesse. Donc nous avons beaucoup travaillé. Nuisance sonore. Nuisance sonore, sous différents aspects, à faire en sorte de baisser la vitesse de circulation au sein de nos quartiers notamment, où nous allons passer la totalité des voies communales à 30 km/h dès le printemps, de manière à faire en sorte que nous puissions ralentir encore la circulation et faire en sorte que nos rues soient plus sécurisées et que les nuisances sonores s'abaissent aussi. Nous avons beaucoup travaillé, nous allons continuer à travailler l'espace public autour de l'élargissement des trottoirs, de manière à ce qu'on puisse facilement cheminer au sein de Vincennes. Déjà bien commencé, ça. Oui, ça on a déjà bien commencé, mais il nous reste encore quelques trottoirs sur lesquels nous devons encore élargir pour plus de fluidité, tout simplement, et puis pour qu'une maman avec une poussette, car une personne à mobilité réduite puisse tout simplement traverser Vincennes et se rendre sur le lieu sur lequel il souhaite se rendre. Et puis la ville douce, j'allais dire, là c'est plus la référence à la douceur, presque la douceur maternelle, c'est-à-dire avoir aussi accès à des animations, à des spectacles, à travailler sur les aspects sportifs, culturels, bref, de pouvoir trouver à Vincennes l'ensemble des activités qui participent d'une joie simple, comme de pouvoir aller à un spectacle, simplement d'aller faire du sport à quelques pas de chez soi et de faire en sorte que la qualité de vie soit là, où qu'on soit à Vincennes. Et la douceur, c'est également, pourquoi pas, le rapport à la nature. Et quand on s'intéresse un peu à la vie d'une ville comme la vôtre, on est frappé par l'importance du dossier arbre. C'est toute une histoire à Vincennes, les arbres, et c'est un patrimoine à gérer. C'est de la douceur, les arbres aussi. Bien sûr. Mais alors, ça a l'air d'être un patrimoine pas simple à gérer. C'est pas que c'est pas simple à gérer, c'est que nous y accordons une importance particulière, et ce en lien avec deux sujets, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la densification. Vincennes est une ville dense, donc le patrimoine arboré doit être protégé, mais c'est tout le sens, on y reviendra, du PLU vert que nous allons mettre en place dans quelques semaines. Et puis c'est un patrimoine collectif, au même titre que nos monuments, qui nous permet évidemment de nous projeter dans l'avenir, et donc nous devons faire en sorte en tant que collectivité de protéger ces arbres. Alors,
La seule chose, c'est que, comme vous l'avez dit, Vincennes est au cœur d'un réseau dense, que ce soit un réseau d'électricité, de gaz, un réseau de souterrains liés à ces transports en public, notamment au métro. Et donc, il arrive parfois que quand on fait des travaux de rénovation d'une rue, eh bien, nous n'ayons pas le droit de replanter des arbres sur des emplacements qui antérieurement étaient ceux que nous connaissons. Pourquoi ? Parce que en France, mais comme ailleurs, nous avons des normes qui nous empêchent de travailler et de replanter des arbres avec des racines qui pourraient impacter les réseaux et créer des problématiques. Donc, à l'inverse de ce que parfois je peux entendre ici, ça ne nous fait absolument pas plaisir de retirer des arbres. Au contraire, nous avons replanté 1000 arbres depuis quelques années, mais nous sommes parfois contraints par un certain nombre de normes qui nous empêchent de planter des arbres. Mais dès que nous pouvons le faire, nous le faisons. C'est tout le sens des travaux que nous avons faits sur la place Jean-Spire-Lemaître à l'est de Vincennes. Et dès que nous le pouvons, nous revégétalisons, nous désimperméabilisons et nous faisons en sorte de protéger nos arbres. Mais en fait, votre job, c'est parfois ou c'est toujours de trouver le bon équilibre entre l'accès à la modernité et la protection du patrimoine. Oui, absolument. On essaye de faire ça au quotidien et puis de gérer aussi toutes les normes dans lesquelles notre environnement nous oblige à travailler. Votre ville de rêve, elle est aussi dynamique, moderne, innovante, sauf qu'il y a parfois des innovations qui ne vont pas nécessairement dans le sens que vous souhaitez. Et je veux parler par exemple de cette nouvelle tendance qui semble vouloir surfer sur la base du repli sur soi, du chacun chez soi, du télétravail et ce que je sais, ce qu'on peut appeler ce que vous nommez le dark commerce. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Alors c'est un mode de consommation qui en effet, moi me semble et nous semble à notre équipe municipale un petit peu en opposition avec l'image que nous nous faisons de Vincennes, qui, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, a une entité propre, a une identité propre, est une sorte de village, j'allais presque pousser jusqu'au village provincial, mais on peut se rencontrer dans la rue, on peut vivre des moments collectifs de convivialité, et on fait d'ailleurs en sorte de les créer aussi de notre manière. Et ces dark stores, ces dark kitchens par exemple, sont des magasins ou des surfaces dans lesquelles il n'y a plus de public. Donc vous pouvez avoir une dark kitchen qui est en fait un restaurant sans public, donc vous avez une cuisine et qui ne fait que livrer. Et ce type de magasin a pour moi deux mauvais aspects. Le premier, c'est que ça ne fonctionne qu'avec des livraisons. Or, vous le savez, sauf à ce qu'on utilise des moyens de transport qui soient des moyens doux, et c'est encore peu le cas, ça crée des nuisances sonores assez importantes, et dans une ville dense comme la nôtre, c'est très compliqué. Et puis surtout, ça déshumanise tout le lien que nous pouvons avoir avec nos commerçants de proximité, puisqu'il suffit d'être derrière son ordinateur et sur son canapé pour commander tel ou tel plat, et on ne fait plus l'effort d'aller vers l'autre. Et depuis longtemps à Vincennes, nous travaillons sur ces commerces de proximité. Je crois qu'il fait la richesse de notre ville d'avoir des rues commerçantes vitales, des quartiers commerçants dans lesquels chacun se retrouve. Je parlais d'innovation. À quel type d'innovation les Vincennoises et les Vincennois peuvent-ils s'attendre pour 2022, si bien évidemment le contexte le permet? Je pense qu'on a en France énormément de start-up, ou en tout cas d'innovations qui nous permettent de faciliter la ville au quotidien. Je pense à plusieurs petits sujets. Par exemple, vous perdez, et je le sais de manière assez personnelle, quand une maman perd un doudou, tout simplement, oui. Eh bien, on va par exemple traiter avec une start-up qui va nous permettre de savoir... Voilà, on perd un objet dans la rue, eh bien, est-ce qu'on peut retrouver cet objet à travers finalement une start-up qui a développé un système... Les objets trouvés 2.0, par exemple, et ça c'était sur le point anecdotique, mais sur d'autres points plus concrets. Nous avons par exemple travaillé avec la RATP sur une navette autonome, qui est une sorte d'innovation qui nous permet d'emmener de manière régulière depuis le centre de Vincennes les familles, par exemple, ou les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer jusqu'au parc floral. Et ça, on l'a fait avec la RATP en mettant à disposition notre voirie communale pour qu'ils expérimentent cette navette autonome. Elle fonctionne de manière encore aléatoire, c'est le propre de l'expérimentation. Et puis sur des sujets peut-être plus techniques, sur la voirie notamment, on essaye de travailler sur des matériaux, sur la façon dont on peut encore aller plus loin sur la désimperméabilisation de nos rues, par exemple. Je pense que dans les semaines qui viennent, on va, sous les arceaux vélos, par exemple, mettre en place des systèmes
Vincennes désimperméabilisé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du béton, eh bien, nous aurons des petits pavés. Il faut qu'on trouve le bon système de manière à faire en sorte que tout ça fonctionne bien et que chacun puisse prendre son vélo sans avoir les pieds pleins de boue à chaque fois. Mais tout ça fonctionnera. Et nous ne nous empêchons pas, ici à Vincennes, d'essayer des choses. C'est parfois compliqué pour les citoyens parce qu'ils peuvent considérer que innover et se tromper, c'est parfois gâcher l'argent public, mais c'est aussi comme ça que nous avançons et que nous faisons en sorte de faire évoluer notre ville. Le trio magique, sport, culture, tourisme, vous allez pouvoir gérer ça correctement cette année. Il y a déjà eu, j'imagine, un petit peu de retard de prix l'année dernière. Vous allez essayer de compenser ce retard ou vous faites une page blanche et vous reprenez sur d'autres bases? Non, je pense qu'on a pris, comme tout le monde, on a tous pris un peu de retard, notamment dans nos travaux importants. Il y a un sujet sportif qui nous tient à cœur, c'est la construction du gymnase de l'Est de Vincennes, qui est accolé au lycée, qui sera un lycée à section internationale, en lieu et place de l'ancienne cité industrielle. Ce gymnase est maintenant en cours de construction. Il sera livré d'ici quelques mois. Il permettra à des associations sportives de venir compléter leur offre et peut-être à de nouvelles aussi de proposer autre chose en Vincennois. Alors bien sûr, ces travaux, ils prennent tous un peu de retard en ce moment à cause des difficultés de livraison et de fourniture des matières premières, mais nous tenons le cap et nous ferons en sorte de pouvoir réaliser ces équipements sportifs, en tout cas cet équipement sportif qui sera de qualité, de même que nous travaillons avec le rythme soutenu que nous avons évoqué tout à l'heure sur le centre culturel et sportif Georges Pompidou pour faire en sorte qu'il soit livré d'ici quelques années maintenant. Faire de Vincennes un pôle touristique, c'est envisageable à court terme? Je pense que nous avons quelques qualités à Vincennes qui doivent se développer autour du château, bien sûr, qui est pour nous un patrimoine inestimable et que nous pouvons encore mettre davantage en valeur, même si, comme vous le savez, le château de Vincennes n'appartient pas à la ville de Vincennes et nous devons donc collaborer avec le ministère des Armées et le ministère de la Culture pour l'ouvrir encore davantage. Et puis, bien entendu, il y a le bois, le parc floral, le zoo. Tout ça sont des lieux qui n'appartiennent pas à la ville de Vincennes, puisqu'ils sont situés dans le bois de Vincennes qui est à Paris, mais qui participent de l'image de Vincennes et pour lesquels les Vincennois, évidemment, les apprécient beaucoup. Et si je rentre un peu plus dans le détail sur le dossier culture, qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'agenda culturel de Vincennes cette année? Eh bien, si les conditions sanitaires nous le permettent, c'est une année de festival à Vincennes avec, entre autres choses, le festival America qui fêtera sa 10e édition et donc ses 20 ans. C'est un festival de littérature américaine où chaque année nous avons un auteur en résidence qui est à Vincennes pour quelques mois et qui participe avec les écoles à faire comprendre en fait quel est le rôle d'un auteur, d'un écrivain et qui a un échange systématique avec certaines écoles de Vincennes et pour qui fait découvrir, pourquoi pas, et surtout permettre de découvrir la littérature américaine et qui se fait en partenariat avec la librairie 1000 pages qui est une librairie indépendante que les Vincennois aiment beaucoup ici à Vincennes. Donc ça, ce festival, il aura lieu, je l'espère, en septembre. Et avant ça, nous avons le Vincennes Image Festival qui est un festival de photos, amateurs quasi professionnels, qui est d'une excellente qualité et qui se tiendra évidemment dans les rues de Vincennes, mais aussi dans certains espaces publics intérieurs qui nous permettront là aussi de confronter sur une thématique particulière les points de vue des photographes et d'exposer un certain nombre de photographies, puis aussi de dialoguer avec des photographes. Et puis nous aurons le festival Afrique en marche, qui est un festival qui a pour objet de mieux faire connaître l'Afrique et tout son potentiel de développement et la qualité de sa culture. Et ce festival aura lieu au mois d'avril cette année, puisque la fois précédente, nous avions dû l'annuler à cause du Covid. Et à côté de ces festivals qui sont des temps importants et attendus, puisque les Vincennois les connaissent très bien maintenant, il y a évidemment tout ce que nous faisons tout au cours de l'année pour la culture. Je pense notamment à toute notre saison culturelle qui a lieu ici, dans l'auditorium à Pompidou et en partenariat avec Sorano. Et puis nous y sommes ici dans cette médiathèque, un certain nombre de possibilités qui sont offertes aux Vincennois, notamment autour de la thématique de la lecture. Je pense notamment cette année, nous continuerons à développer notre fonds 10. On parlait tout à l'heure de l'inclusion. C'est un fonds de lecture, ce sont des livres qui sont proposés et destinés aux enfants qui ont, par exemple, qui rencontrent des difficultés à la lecture avec la dyslexie ou d'autres soucis de ce type-là. Et toutes les animations culturelles, je pense à la lecture des contes, toutes les animations pour les adolescents avec Adolire et pour nos personnes plus âgées qui ont parfois
quelques difficultés avec le numérique, nous développerons le pass numérique qui leur permettront d'accéder plus facilement et de prendre des cours et des formations autour de l'utilisation de tout ce qui concerne le numérique, les ordinateurs, les tablettes, et qui leur permettront de continuer à être connectés au monde. Vous aimez bien dire, Madame le maire, que ce qui vous guide, c'est l'action. 2022, année électorale, quand on émerge une source de problèmes supplémentaires, c'est moins facile, ou on a davantage la paix pour gérer la ville, c'est quoi? Sur une élection nationale, je pense que les Vincennois ne se trompent pas et font très bien la différence entre des élections locales et des élections nationales. Je pense que nous aurons certainement un certain nombre de sujets qui pourront apparaître pendant la campagne, si tant est qu'il y ait vraiment une campagne pour les présidentielles, qui peuvent faire l'objet d'ailleurs d'un débat local. Tous les sujets nationaux peuvent avoir des répercussions locales et c'est aussi l'occasion pour nous d'en discuter. Le maire doit pousser ses administrés à s'exprimer puisque c'est dans l'ADN de la ville, si je vous ai bien compris. Moi, je le fais de manière très régulière. J'organise, quand je le peux, en fonction des conditions sanitaires, ce que j'appelle un café avec votre maire. Et c'est pour moi l'occasion de croiser des Vincennois qui s'inscrivent de manière volontaire. On est une douzaine et on traite des sujets vincennois bien entendu, mais aussi de certains sujets de société qui nous permettent, et moi qui me permet de prendre le pouls aussi de la ville à travers ce que me disent chacun de ces Vincennois qui peuvent être de tous horizons et qui peuvent avoir des ambitions différentes pour leur ville. Je pense que l'expression des Vincennois et des Vincennoises est pour nous un atout formidable en tant qu'équipe municipale et nous essayons d'aller à la rencontre des Vincennois autant que nous le pouvons dans les conditions actuelles et c'est d'ailleurs tout le sens de ce qui va se faire au courant du mois de janvier puisque les vœux ont été annulés, mais par contre nous tenons à avoir ce temps d'échange et donc nous irons à la rencontre des Vincennoises et des Vincennois à travers ce qu'on appelle des temps les élus à votre rencontre sur les différents marchés de la ville où nous pourrons prendre le temps déjà de se souhaiter la bonne année et puis pourquoi pas échanger sur un certain nombre de projets ou certains débats de manière très ouverte pendant ces temps de marché. Merci Madame pour cet échange et encore une très bonne année 2022. Merci. Et on parle des années qui viennent de se passer et d'un quatrième plan. Il y en a eu 3 avant, pourquoi un quatrième? On n'a pas assez des 3 premiers. Là aussi, on travaille dans la continuité des premiers plans avec des façons d'aborder les choses qui peuvent être un petit peu différentes. Ce plan handicap, puisqu'on parlait d'inclusion, ce plan d'inclusion, finalement, c'est plus de ça dont on parle. On considère à Vincennes que chacun doit trouver sa place, notamment les personnes qui sont en situation de handicap et leurs aidants, parce qu'on les oublie souvent, les aidants, mais c'est important. Une personne en situation de handicap, il est souvent très accompagné et avec une lourde charge sur les aidants, et donc il faut pouvoir aussi accompagner ces personnes. Et là, on a souhaité sur ce plan travailler autour de la notion d'âge et d'avancer dans la vie, du parcours de vie finalement d'une personne en situation de handicap. De quoi ont-ils besoin pour trouver leur place en fonction de l'âge qu'ils ont dans la vie. On n'a pas les mêmes besoins quand on est un petit de quelques années en situation de handicap. Là, c'est évidemment des besoins autour des parents. Et puis ensuite, quand on devient adulte, eh bien, on a d'autres besoins, notamment de mobilité, d'accès à l'emploi, etc. On a d'autres thématiques. Donc ça nous semblait intéressant, en association avec les différents partenaires ou les associations de handicapés, de travailler sur ces notions d'âge et de parcours de vie au sein de la ville, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de rupture. Un enfant qui naît à Vincennes, qui est en situation de handicap, si ses parents souhaitent qu'il reste à Vincennes, eh bien, on doit pouvoir lui offrir la possibilité de grandir à Vincennes comme un autre enfant et ensuite devenir adulte, avoir un travail et pouvoir se mouvoir dans la ville, aller à des spectacles, d'avoir une vie tout à fait classique comme n'importe quelle Vincennoise ou n'importe quel Vincennois. C'est de l'accessibilité dans tous les sens du terme, celle à l'emploi, mais celle également à tous les bâtiments et à toutes les infrastructures que la ville permet de... Oui, et basiquement, j'allais dire l'accès à l'information. On a doté notre accueil unique d'un système qui nous permet d'accueillir par exemple les personnes sourdes et muettes. On n'avait pas ce dispositif. On a appris à nos agents, et certains se sont portés volontaires, la langue des signes aussi, de manière à ce qu'ils puissent accueillir n'importe quel public qui se présente à lui pour pouvoir lui donner les informations de base auxquelles il a le droit, comme n'importe quel citoyen qui pourrait vivre à Vincennes et constituer et travailler sur son parcours de vie à Vincennes. Une ville inclusive, c'est également une ville, on parle plutôt d'un autre âge dans ces cas-là, mais c'est celle des enfants. Oui, bien sûr, notamment la ville à hauteur d'enfant finalement. On y travaille
beaucoup sur ces questions d'accès de l'enfant à l'espace public, de sécurisation de l'espace public, notamment aux abords des écoles. On a rendu certaines zones piétonnes pour eux. On travaille avec la réalisation d'équipements de proximité comme des jardins publics. Ça, c'est pour 2022. Oui, on va y travailler dès 2022 et si nous en avons la possibilité, puisqu'aujourd'hui les marchés sont un petit peu tendus, on le sait, les marchés de travaux sont particulièrement tendus, on y travaillera dès 2022. Nous allons aussi pour les enfants réaliser quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui rejoint la première thématique dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est la création au sein des écoles de cours îlots. Nous allons travailler sur les cours des écoles pour les rendre plus agréables, plus végétales, de manière à les désimperméabiliser et faire en sorte que, là encore, nous ayons la possibilité d'avoir des surfaces qui soient plus agréables, plus proches de la nature et en concertation avec eux, puisque là aussi, nous avons travaillé directement avec les enfants pour qu'ils réalisent finalement leur cours idéal. Et on a eu des maquettes d'enfants de maternelle et d'élémentaire qui nous ont montré à quoi devrait ressembler la cour de demain et on s'est inspiré pour traiter des cours qui vont venir là dans l'été prochain finalement. Ville inclusive, ville apaisée, dites-vous également. Une ville douce, la douceur de vie et la douceur de ville, en quelque sorte. C'est une formule qu'on peut apprendre. Expliquez-nous ce qu'est une ville douce. Alors, une ville douce, ça peut être entendu sous plusieurs aspects, vous l'avez très bien dit. Il y en a un auquel on pense de manière très rapide, c'est tout ce qui est bruit, vitesse. Donc nous avons beaucoup travaillé nuisance sonore sous différents aspects, à faire en sorte de baisser la vitesse de circulation au sein de nos quartiers notamment. Nous allons passer la totalité des voies communales à 30 km/h dès le printemps, de manière à faire en sorte que nous puissions ralentir encore la circulation et faire en sorte que nos rues soient plus sécurisées et que les nuisances sonores s'abaissent aussi. Nous avons beaucoup travaillé, nous allons continuer à travailler l'espace public autour de l'élargissement des trottoirs, de manière à ce qu'on puisse facilement cheminer au sein de Vincennes. Vous avez déjà bien commencé ça. Oui, ça on a déjà bien commencé, mais il nous reste encore quelques trottoirs sur lesquels nous devons encore élargir pour plus de fluidité, tout simplement, et puis pour qu'une maman avec une poussette, car une personne à mobilité réduite puisse tout simplement traverser Vincennes et se rendre sur le lieu sur lequel il souhaite se rendre. Et puis la ville douce, j'allais dire, là c'est plus la référence à la douceur, presque la douceur maternelle, c'est-à-dire avoir aussi accès à des animations, à des spectacles, à travailler sur les aspects sportifs, culturels, bref, de pouvoir trouver à Vincennes l'ensemble des activités qui participent d'une joie simple, comme de pouvoir aller à un spectacle, simplement d'aller faire du sport à quelques pas de chez soi et de faire en sorte que la qualité de vie soit là, où qu'on soit à Vincennes. Et la douceur, c'est également, pourquoi pas, le rapport à la nature. Et quand on s'intéresse un peu à la vie d'une ville comme la vôtre, on est frappé par l'importance du dossier arbre. C'est toute une histoire à Vincennes, les arbres, et c'est un patrimoine à gérer. C'est de la douceur, les arbres aussi. Bien sûr. Mais alors, ça a l'air d'être un patrimoine pas simple à gérer. C'est pas que c'est pas simple à gérer, c'est que nous y accordons une importance particulière, et ce en lien avec deux sujets, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la densification. Vincennes est une ville dense, donc le patrimoine arboré doit être protégé, mais c'est tout le sens, on y reviendra, du PLU vert que nous allons mettre en place dans quelques semaines. Et puis c'est un patrimoine collectif, au même titre que nos monuments, qui nous permet évidemment de nous projeter dans l'avenir, et donc nous devons faire en sorte en tant que collectivité de protéger ces arbres. Alors, la seule chose, c'est que, comme vous l'avez dit, Vincennes est au cœur d'un réseau dense, que ce soit un réseau d'électricité, de gaz, un réseau de souterrains liés à ces transports en public, notamment au métro. Et donc, il arrive parfois que quand on fait des travaux de rénovation d'une rue, eh bien, nous n'ayons pas le droit de replanter des arbres sur des emplacements qui antérieurement étaient ceux que nous connaissons. Pourquoi? Parce qu'en France, mais comme ailleurs, nous avons des normes qui nous empêchent de travailler et de replanter des arbres avec des racines qui pourraient impacter les réseaux et créer des problématiques. Donc, à l'inverse de ce que parfois je peux entendre ici, ça ne nous fait absolument pas plaisir de retirer des arbres. Au contraire, nous travaillons, nous avons replanté 1000 arbres depuis quelques années, mais nous sommes parfois contraints par un certain nombre de normes qui nous empêchent de planter des arbres. Mais dès que nous pouvons le faire, nous le faisons. C'est tout le sens des travaux que nous avons faits sur la place Jean-Spire Lemaître à l'est de Vincennes. Et dès que nous le pouvons, nous revégétalisons, nous désimperméabilisons et nous faisons en sorte de protéger nos arbres.
Mais en fait, votre job, c'est parfois, ou c'est toujours, de trouver le bon équilibre entre l'accès à la modernité et la protection du patrimoine. Oui, absolument. On essaye de faire ça au quotidien et puis de gérer aussi toutes les normes dans lesquelles notre environnement nous oblige à travailler. Votre ville de rêve est aussi dynamique, moderne, innovante, sauf qu'il y a parfois des innovations qui ne vont pas nécessairement dans le sens que vous souhaitez. Et je veux parler par exemple de cette nouvelle tendance qui semble vouloir surfer sur la base du repli sur soi, du chacun chez soi, du télétravail et ce que c'est, ce qu'on peut appeler ce que vous nommez le dark commerce. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Alors c'est un mode de consommation qui en effet, moi me semble et nous semble, à notre type municipal, un petit peu en opposition avec l'image que nous nous faisons de Vincennes, qui, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, a une entité, oui, a une entité propre, a une identité propre, est une sorte de village, j'allais presque pousser jusqu'au village provincial, mais on peut se rencontrer dans la rue, on peut vivre des moments collectifs de convivialité, et on fait d'ailleurs en sorte de les créer aussi de notre manière. Et ces dark stores, ces dark kitchens par exemple, sont des magasins ou des surfaces dans lesquelles il n'y a plus de public. Donc vous pouvez avoir une dark kitchen qui est en fait un restaurant sans public, donc vous avez une cuisine et qui ne fait que livrer. Et ce type de magasin a pour moi deux mauvais aspects. Le premier, c'est que ça ne fonctionne qu'avec des livraisons. Or, vous le savez, sauf à ce qu'on utilise des moyens de transport qui soient des moyens doux, et c'est encore peu le cas, ça crée des nuisances sonores assez importantes, et dans une ville dense comme la nôtre, c'est très compliqué. Et puis surtout, ça déshumanise tout le lien que nous pouvons avoir avec nos commerçants de proximité, puisqu'il suffit d'être derrière son ordinateur et sur son canapé pour commander tel ou tel plat, et on ne fait plus l'effort d'aller vers l'autre. Et depuis longtemps à Vincennes, nous travaillons sur ces commerces de proximité. Je crois qu'il fait la richesse de notre ville d'avoir des rues commerçantes vitales, des quartiers commerçants dans lesquels chacun se retrouve. Je parlais d'innovation. À quel type d'innovation les Vincennoises et les Vincennois peuvent-ils s'attendre pour 2022 si bien évidemment le contexte le permet? Je pense qu'on a en France énormément de start-up, ou en tout cas d'innovations qui nous permettent de faciliter la vie au quotidien. Je pense à plusieurs petits sujets. Par exemple, vous perdez, et je le sais de manière assez personnelle, quand une maman perd un doudou, tout simplement, oui. Eh bien, on va par exemple traiter avec une start-up qui va nous permettre de savoir... Voilà, on perd un objet dans la rue, et bien est-ce qu'on peut retrouver cet objet à travers finalement une start-up qui a développé un système les objets trouvés 2.0 par exemple, et ça c'était sur le point anecdotique, mais sur d'autres points plus concrets. Nous avons par exemple travaillé avec la RATP sur une navette autonome qui est une sorte d'innovation qui nous permet d'emmener de manière régulière depuis le centre de Vincennes les familles par exemple ou les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer jusqu'au parc floral, et ça on l'a fait avec la RATP en mettant à disposition notre voirie communale pour qu'ils expérimentent cette navette autonome. Elle fonctionne de manière encore aléatoire, c'est le propre de l'expérimentation. Et puis sur des sujets peut-être plus techniques, sur la voirie notamment, on essaye de travailler sur des matériaux, sur la façon dont on peut encore aller plus loin sur la désimperméabilisation de nos rues par exemple. Je pense que dans les semaines qui viennent, on va sous les arceaux vélos par exemple mettre en place des systèmes désimperméabilisés, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du béton, eh bien, nous aurons des petits pavés. Qu'on trouve le bon système de manière à faire en sorte que tout ça fonctionne bien et que chacun puisse prendre son vélo sans avoir les pieds pleins de boue à chaque fois. Mais tout ça fonctionnera. Et nous ne nous empêchons pas, ici à Vincennes, d'essayer des choses. C'est parfois compliqué pour les citoyens, parce qu'ils peuvent considérer que innover et se tromper, c'est parfois gâcher l'argent public, mais c'est aussi comme ça que nous avançons et que nous faisons en sorte de faire évoluer notre ville. Le trio magique, sport, culture, tourisme, vous allez pouvoir gérer ça correctement cette année. Il y a déjà eu, j'imagine, un petit peu de retard de prix l'année dernière. Vous allez essayer de compenser ce retard ou vous faites une page blanche et vous reprenez sur d'autres bases? Non, je pense qu'on a pris, comme tout le monde, on a tous pris un peu de retard, notamment dans nos travaux importants. Il y a un sujet sportif qui nous tient à cœur, c'est la construction du gymnase de l'Est de Vincennes, qui est accolé au lycée, qui sera un lycée à section internationale, en lieu et place de l'ancienne cité industrielle. Ce gymnase est maintenant en cours de construction. Il sera livré d'ici quelques mois. Il permettra
à des associations sportives de venir compléter leur offre et peut-être à de nouvelles aussi de proposer autre chose en Vincennois. Alors bien sûr, ces travaux, ils prennent tous un peu de retard en ce moment à cause des difficultés de livraison et de fourniture des matières premières, mais nous tenons le cap et nous ferons en sorte de pouvoir réaliser ces équipements sportifs, en tout cas cet équipement sportif qui sera de qualité, de même que nous travaillons avec le rythme soutenu que nous avons évoqué tout à l'heure sur le centre culturel et sportif Georges Pompidou pour faire en sorte qu'il soit livré d'ici quelques années maintenant. Faire de Vincennes un pôle touristique, c'est envisageable à court terme. Je pense que nous avons quelques qualités à Vincennes qui doivent se développer autour du château, bien sûr, qui est pour nous un patrimoine inestimable et que nous pouvons encore mettre davantage en valeur, même si, comme vous le savez,